Missembourg n'est pas un château, ni un domaine. C'est une maison où chantent tous les vents. Missembourg, Missembourg champ long, château des messes, tout le passé se dresse, beauté des autres fois évoquée aux enfants et neuf à leur cœur blanc. Tout le passé jaillit en ondes continues vers mon âme tendue, et les 93 au livre demandé me furent révélés. Puis un matin que dans le grenier gris, l'automne s'amoncelait en pommes, le soleil jaune miel de l'arrière-saison brunant ses rayons, réveilla dans le chêne incisé une date, 7 Messidor en 4, et j'aimais plus encore la vieille maison dont voici les chansons. Jan Willems est né après la guerre. Il est le fils d'un des plus grands dramaturges belges, Paul Willems. Il est le petit-fils d'un des écrivains majeurs de l'entre-deux-guerres, qui était une femme, Marie Guevers. Et il descend par ailleurs de Florent Guevers, qui acquit au milieu du XIXe siècle ce fabuleux domaine, préférant s'y retirer que de continuer à être un industriel, de préférer l'espace de la nature et de la beauté à celui de l'argent. La maison était quand même très ancienne. Il y a une partie qui remonte au XVIIe. La partie XVIIe est là, ce que tu vois, et la partie qui est à notre droite. Les autres parties, le troisième pignon et les rajouts qui ont été faits, ont été construits par Florent Guevers, mon arrière-grand-père. Florent Guevers était un industriel du sucre à Anvers, et qu'à l'âge de 40 ans, il trouvait qu'il devait vendre ses affaires, vivre de ses rentes et trouver une femme. Donc il a acheté le domaine en 1867. Comme c'était peu après son mariage, eh bien, ils ont passé leur nuit de noces ici et ils avaient dans l'idée de partir faire un voyage de noces à Venise. Et ils se sont tellement plu ici à Missembourg qu'ils sont venus ici pour la nuit de noces et n'en sont plus jamais repartis. On en connaît l'histoire, les constructeurs. En fait, nous avons les titres de propriété qui remontent à 1485 et que déjà à l'époque, il y avait une ferme et qu'on sait qu'au cours du XVIe siècle, cette ferme a brûlé. Ça a dû être reconstruit après, mais je ne sais pas exactement, on ne sait pas. Florent Guevers a profondément remanié la maison et puis après, elle a survécu tant bien que mal. Marie Guevers a beaucoup écrit sur son domaine, sur son jardin, sur les saisons, et notamment cet admirable livre « Plaisir des météores » qui décrit l'évolution des saisons en Belgique. Le 21 juin est une date très importante. Si le printemps fut une montée, une poussée de plus en plus impétueuse, nous voici arrivés au bout. Et c'est bien dans ce moment-ci que la saison bascule. La chaleur augmente, la canicule l'accentue encore, la nature semble de plus en plus opulente, mais l'été n'en est pas moins. Après le vol nuptial du blé, après l'écroulement des herbages, une saison descendante comme le soleil. Or, si les papillons de neige sont les symboles fugitifs de Noël, le plus rare des papillons de nos étés symbolise à mes yeux la nuit, de l'unique rencontre du printemps et de l'été. Nous voici donc debout à minuit, au solstice d'été dans une plaine cultivée. Regardons le ciel. Dès maintenant, nous nous rapprochons de l'automne et nous pensons à cette paysanne qui disait « Après les foins, tout est fini. » Tout est fini? Quoi? Tout. Le jardin a beaucoup changé autour de la maison, ou peu n'était le fait que l'étang n'a cessé de perdre ses eaux, si on peut dire. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, ici, il n'y avait pas d'arbres. Pratiquement. Il y avait beaucoup plus de perspectives dans le jardin, pour deux raisons. D'une part, la propriété était beaucoup plus grande et les perspectives se sont aussi réduites parce que les arbres poussent. Paul m'avait toujours dit, le jour où il va neiger, profondément, je t'appelle et on va manger à la vodka dehors dans la neige. C'est arrivé souvent? Un jour où le prince Albert et la princesse Paola sont venus ici, eh bien il a fait un punch dans la neige avec un feu. Dans la neige, il faisait des petits trous et puis il construisait une petite paroi et mettait des bougies derrière. Alors on avait des lumières par transparence dans la neige
et des bouquets de lumière un peu partout, c'était absolument féerique. Il y a quand même eu énormément de gens de milieux divers, évidemment largement liés notamment aux arts, qui venaient ici. Qu'à l'époque, par exemple, de l'exposition 58, quand il a fait le grand festival international, on a eu les ballets russes ici, on a eu le cirque ici. Quand Bereshka est venu, il y avait 150 personnes qui sont venues ici. Et puis ils s'installaient, ils avaient apporté les instruments de musique, balalaïka, accordéon, violon, contrebasse, tout ça. Puis on a chanté, fait de la musique toute la nuit. On a fait un grand feu et ils sont partis à 7 h du matin. La création du théâtre de verdure a été une possibilité de créer une sorte de centre culturel informel, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où on n'avait pas grand-chose d'autre. Et Marie Guevers joue un rôle dans le théâtre de verdure où c'était vraiment... Non, je crois qu'elle a laissé faire les jeunes, je crois qu'elle a beaucoup encouragé ça. L'attirance pour le spectacle, le théâtre de mon père, date de bien avant le théâtre de verdure. Quand il avait 5 ou 6 ans, je crois que j'ai trouvé des documents où il a dû écrire sa première pièce de théâtre, pleine de fautes d'orthographe évidemment. Dans cet univers de Paul, est-ce qu'on a une idée de ce que sa mère, Marie Guevers, a pu jouer ou non comme rôle? Connaissant l'excellente relation entre la mère et le fils, ne m'étonnerait pas qu'elle ait une influence, disons, par derrière ou derrière les rideaux, et qu'elle l'ait effectivement encouragé et aidé à faire un certain nombre de choses. Et puis il n'y avait pas quand même que la littérature, il y avait aussi de la musique dans les environs, il y avait de la peinture. Mon grand-père était artiste peintre. Dans cette pièce où se trouvent l'aquarelle du père de Paul Willems, Franz, reprenant au fil de chaque mois la description du domaine et bien sûr de la même scène, et juste avant de disparaître, la dernière dame de Missembourg, la femme de Paul Willems, Elsa de Groot, l'a fait repeindre dans ces tons jaunes que nous découvrons aujourd'hui, un aspect de vie que je pense nos images vont perpétuer. Et quand on voit les aquarelles de Franz Willems, il y a une sorte de mystère, de raffinement, de nuance de la palette qui est quand même très différent, par exemple, des descriptions de Marie Guevers, qui sont plus expressionnistes à la limite. Et donc je me disais, quelle a pu être l'influence de Franz sur Paul, y compris au niveau de son art et de sa façon d'être au monde, qui était quand même très particulière. Enfin. Il ne m'a jamais dit s'il avait participé ou pas participé dans l'éducation, etc. Mais il est quand même assez secret pour tout ça. Et il ne s'ouvrait jamais sur ses sentiments propres. C'est peut-être une petite connexion avec ma grand-mère. Ma grand-mère me disait toujours, il ne faut jamais laisser vagabonder son esprit. Il faut toujours s'occuper. Et ils étaient tout le temps occupés. Et quand on voit effectivement le nombre d'œuvres graphiques que mon grand-père a laissées, en dehors de son travail, après son travail, et le nombre d'esquisses et le nombre de... On se dit qu'il devait être tout le temps occupé. Paul Willems, le fils de Marie Guevers, fut largement un auteur de théâtre, même s'il fut aussi un auteur de prose et de romans. Une des pièces les plus singulières de 1983 s'intitule « Elle disait dormir pour mourir ». Elle se passe dans la maison des Marais, qui se trouve sur une île, situation qui n'est pas sans rappeler le domaine de Missembourg où nous sommes, puisque le domaine de Missembourg se trouvait sur une île, une sorte d'utérus végétal, à laquelle Paul Willems accédait tous les soirs par la longue allée de peupliers qui l'isole de la route. Je vais lire le début du 3e acte, intitulé « La blessure ». Le père. Le soldat s'en va par le chemin des étangs. Il marche, en écartant les hautes épées vertes des roseaux qui s'inclinent en un froissement de soie. Ailés, où sont les oiseaux? Ils sont là-bas, ils sont, au fond des saisons. Et puis, comme si elle parlait au soldat, « Pourquoi n'as-tu pas » Elle s'interrompt, inquiète, se surmonte, va d'abord à la fenêtre, décroche le tableau de son père, le pose sur la chaise, le raccroche aussitôt, revient au centre de la scène, s'assied, se verse un verre de vin qu'elle ne boit pas. Soudain, on entend, pas très loin de la maison des Marais, une rafale de mitraillettes.
Hélé se dresse vivement. Son premier mouvement est de cacher les verres et la robe. Mais elle interrompt son geste. Elle écoute. Et après une courte hésitation, sort en courant par la même porte que le soldat. Le père, jamais. Un fait divers n'arrêtera le temps. J'ouvre la fenêtre. Lentement. Lentement, la coulée lente de l'air se déplace et tient en suspens lentement l'odeur de l'eau. Et l'immense, lent, continu, léger, soyeux, tendre, cruel, immortel, mort, blessé, pensif. Lent froissement des roseaux. C'est ça, attendre. Quand je me rebalade dans cette maison, où il m'est même arrivé de loger, je revis évidemment beaucoup de choses. Et alors dès que j'arrive à l'étage, je me sens presque chez moi. On commençait la soirée dans la bibliothèque, avec derrière la pièce la perspective du bureau de Paul, ce grand oiseau chinois. Puis on sortait devant ces trois arcades qui font un peu penser aux arcades du XVIe siècle, et on entrait dans la salle à manger, où on ne pouvait pas ne pas voir ce superbe paravent chinois, ce vieillard chinois. On sait que Paul a eu beaucoup de fascination pour l'Extrême-Orient, ce que l'on voit d'ailleurs d'une certaine façon, puisque au-dessus du lion mésopotamien qui est sur la cheminée, il y a un des nombreux dessins chinois qui ont accompagné sa vie et qui font partie des fascinations qui ont été les siennes, comme de ce qu'il a voulu faire connaître à ses compatriotes. De l'autre côté de la grande table où l'on passait des soirées exceptionnelles, il y a ce grand meuble des anciens Pays-Bas dont la colonne centrale en fait doit être bougée pour permettre de faire bouger les portes. Donc ce très beau portrait de Marie Guevers se trouve dans une pièce capitale de cette maison, à côté de la grande pièce jaune. C'est la première pièce dans laquelle je suis venu pour ma part à Missembourg en 78. Pour Marie Guevers, avant qu'on ne parle de Paul, cette pièce, c'était quoi? C'était une pièce que ma grand-mère utilisait pour recevoir du monde. Il y avait peu de place dans la bibliothèque, à part les livres et les tables de travail. Bien, elle s'était placée ici. Alors on allumait un feu et elle s'asseyait dans le fauteuil où tu es assis. Ce qu'on faisait après le repas, on jouait à un jeu qui s'appelle Diamino, qui est en fait un Scrabble un peu simplifié, mais qui était un jeu où, avec des lettres contigües, on devait faire des mots. Alors évidemment, dans le cadre de notre famille, le nombre de points, ça ne comptait pas. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir les mots les plus intéressants et les solutions les plus élégantes aux problèmes. C'était ça qui faisait qu'on était gagnant ou pas. Mais c'était une pièce qu'elle utilisait, je ne dirais pas quotidiennement, ni hebdomadairement, mais qui était quand même régulièrement utilisée. Et chaque fois qu'il fallait donner un peu de solennité à quelque chose, ça se faisait ici. Et alors justement, du temps de Marie Guevers, de Paul et d'Elsa, votre espace était plutôt l'étage et Marie Guevers régnait plutôt sur le... Elle avait le petit bureau là. La fameuse bibliothèque que nous verrons tout à l'heure était la bibliothèque de Marie Guevers. Disons que le deuxième étage était le lieu de mes parents et la partie nord du premier étage. Quand elle écrivait, les enfants, vous pouviez venir, tu pouvais venir, ou elle écrivait complètement dans la solitude? Mais on avait... C'était comme pour mon père aussi pendant les vacances, c'était pareil, il écrivait aussi une partie de son temps. Le matin était sacré. Moi, je me souviens que de temps en temps, j'allais lui donner un petit bisou le matin, et puis on se retrouvait au goûter de l'après-midi. Et après le goûter, elle était libre. Et elle faisait des jeux avec nous, des jeux de loi. Elle nous lisait, elle faisait des lectures à haute voix. Je me souviens de toute la comtesse de Ségur qu'elle a lue quand j'avais 7-8 ans. Et elle ou lui, ou elle et lui, vous parlaient de ce qu'ils écrivaient, ou c'était domaine clos? Ils en parlaient quand c'était terminé. Mon père parlait parfois
Mais c'était des langages codés, c'est-à-dire qu'il prenait une scène d'une de ses pièces qu'il transposait, et puis il parlait de ça, et puis il demandait ce qu'on en pensait. Et puis après ça, il l'intégrait, et puis il en faisait quelque chose. Mais on ne savait pas que c'était pour telle pièce ou telle autre pièce. Et quand il a écrit Varna, qui était la première tragédie qu'il a réellement écrite, il en a parlé quand la pièce était quasiment finie et qu'il avait une actrice qui allait le jouer, qui était Paula Vesely en Autriche. Mais bon, ma mère, elle était au courant puisqu'elle dactylographiait les manuscrits. La cloche se trouve du côté des salons, mais aussi de ce qu'on appelait le domaine de Guldentop, le fantôme sur lequel d'ailleurs Marie Gewers a écrit un livre. À la fin du XVIIIe siècle, les régions étaient assez peu sûres ici. Les paysans se sont révoltés, il y a eu des bandes de pillards, etc. Bon, il se fait qu'il y avait un pillard qui avait une bande qui habitait pas très loin d'ici, qui habitait dans la région de Kontich et d'Egem, et qui a détroussé un nombre certain de voyageurs et de diligences, etc. Guldentop a été guillotiné, et comme toute personne qui veut aller dans l'au-delà, évidemment se dit je vais aller au paradis, et part donc en voyage au paradis avec la tête sous son bras. Et puis devant les portes du paradis, il rencontre Saint-Pierre, qui lui n'était pas très heureux de voir un vilain brigand et assassin venir quémander l'entrée au paradis. Il dit oui, il faut aller en enfer, un brigand comme toi, tu ne peux pas venir ici. Enfin bon, il semble avoir bien négocié, et finalement il arrive à conclure le marché suivant. Il va redescendre sur terre, il va rendre à l'ensemble des gens qu'il a volés les biens qu'il leur a soustraits, et quand il aura réussi ça, eh bien, il pourra entrer au paradis. Donc il redescend, toujours la tête sous son bras. Mais évidemment, la chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est que comme il avait la tête coupée, sa mémoire était un peu dérangée. Et depuis lors, il cherche. Et il cherche ici, il cherche partout. Alors quand on entend le hérisson la nuit, ou quand on entend quelqu'un qui marche des pas dans l'étang, puisqu'il n'y a plus d'eau maintenant, on se dit c'est un hérisson ou c'est quelqu'un. Non, 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 c'est Guldentop qui est là. Nous sommes ici dans une des pièces les plus emblématiques de la maison de Missembourg. Une maison où il y a eu beaucoup de créations littéraires, d'abord par Marie Gewers. Et puis, après la mort de Marie Gewers, mon père a créé ici. Donc c'est particulier aussi, avant de parler de l'art, c'est que c'est une des pièces les plus agréables de la maison. Elle donne sud-ouest, c'est une des plus chaudes, et elle a une deuxième partie là-bas qui a été rajoutée en 1880, et qui fait que l'environnement est extrêmement lumineux. Elle s'appelle la bibliothèque, je crois qu'il ne faut pas chercher pourquoi. Elle est tapissée de livres partout. Tous les soirs, toute la famille était réunie ici, à côté d'une lampe de pétrole, ou plusieurs lampes de pétrole, où tout le monde lisait. Et comme m'a dit plusieurs fois la grand-mère, à l'époque, on considérait que laisser vagabonder son esprit était nocif pour la santé, et qu'il fallait toujours être occupé et penser à quelque chose de concret. C'est aussi dans cette pièce que Marie Gewers a reçu son enseignement à partir du télémaque, sa mère qui lui a appris le français. C'est ici. Et qui a aussi servi aux enfants, donc Paul, Yann et Nénette, qui n'ont rejoint l'école que bien plus tard. Ils ont appris à lire et à écrire avec leur grand-mère. La géographie et l'astronomie aussi. Et le calcul était donné par un instituteur qui venait du village. Donc voilà. Donc c'est vraiment une pièce pleine de nostalgie, pleine d'histoire. Moi, je me suis toujours assis ici, c'est comme ça, bon. Derrière, il y avait toujours des livres, des manuscrits, des tapuscrits, et puis il y avait le bureau de Paul derrière. Il se passait toujours quelque chose qui avait à la fois à voir avec l'ordre de l'esprit. Il y avait quelque chose, je ne vois pas d'autre mot que ce que les germaniques et le gemütlich. On était bien.
C'était vraiment un endroit de partage. Et puis, on passait dans la salle à manger et on revenait ici pour le pouce. Et c'était un autre esprit, l'après le repas. C'est une pièce qui a un charme fou. Ouais. D'abord, c'est le charme de la pièce. Je crois que la décoration y fait quelque chose, les livres y font quelque chose. Il y a aussi, je dirais, une certaine vie de ces deux pièces que tu n'as pas connues, que j'ai connues étant enfant. Quand je venais voir, j'étais très, très, très proche de ma grand-mère. Elle venait ici. Mais elle travaillait ici. C'était sa pièce. C'était sa pièce. Ah. Elle avait la table de travail jusqu'en 1955 à peu près là où tu étais. Non, dans le coin là-bas, et puis elle l'a mis là. J'ai trouvé dans les archives de la maison un certain nombre d'aquarelles qu'on peut attribuer à Marie Guevers. Donc il y en a quelques-unes qui sont signées, et la plupart ne le sont pas. Mais le coup de pinceau est tellement différent de son mari, il est presque indubitable qu'elle soit faite par elle. Effectivement, j'ai retrouvé une petite étiquette récemment dans une boîte en disant que les aquarelles qu'elle avait faites sont là et sont conservées à titre documentaire. Parfois elles sont datées, et elle l'a parfois datée ou essayé de dater quand elle avait plus de 80 ans, quand elle l'a repris, où elle a fait parfois certaines annotations en dessous ou derrière. Et alors elle dit c'est entre telle et telle année, mais il y en a quelques-unes qui sont signées Marie Guevers avec une date. Et personne n'en savait rien. Enfin, vous n'aviez jamais eu, vous autres, vent. Mais j'en ai parlé à mes cousins. Ouais. Et effectivement, une de mes cousines m'a confirmé que Marie Guevers lui avait dit qu'elle avait peint quand elle était jeune. Non, Missembourg n'est pas un château. C'est bien mieux. C'est la maison où nous vivons depuis toujours.